Bienvenue dans le débat sur France 24. C'est le grand nettoyage en Arabie Saoudite. 4 ministres et une trentaine d'anciens hauts responsables ont été arrêtés et leurs comptes bancaires bloqués. Du jamais vu à la cour saoud. Cette purge a été déclenchée après la mise en place d'une nouvelle commission anticorruption présidée par le nouvel homme fort du régime, le prince héritier Mohammed Ben Salman. À 32 ans, le fils du monarque, le roi Salman d'Arabie Saoudite, est très actif sur la scène régionale. Il s'est assigné pour mission de réformer son pays ultra-conservateur et de peser dans les affaires du Moyen-Orient. Alors, qui est Mohammed Ben Salman? Est-il un moderne? Cette purge est-elle un dernier acte avant sa véritable prise de pouvoir? À l'international, affiche-t-il un durcissement de la ligne? On en débat tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir de recevoir Clarence Rodriguez. Bonsoir. Journaliste spécialiste de l'Arabie Saoudite, notre ancienne correspondante, bien sûr, à France 24 à Riyad pendant 12 ans. Auteur également de Arabie Saoudite 3.0, parole de la jeunesse saoudienne. Et c'est chez Éric Bonnier. David Rigoulet-Rose, bonjour. Vous êtes chercheur spécialiste du Moyen-Orient et rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique, également rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Nathalie Goulet, bonsoir. Sénatrice Union centriste de l'Orne, présidente du groupe antiparlementaire d'amitié France-Pays du Golfe. J'ai également le plaisir d'avoir avec nous Karim Sader, en direct de Beyrouth, politologue et consultant spécialiste des pays du Golfe et du Moyen-Orient, maître de conférence également à l'université de Saint-Joseph de Beyrouth. Qui est Mohammed Ben Salman, un chantre de la lutte anticorruption, un réformateur moderne, un Poutine moyen-oriental? Avant d'en débattre, je vous propose tout de suite de l'écouter. C'était le 24 octobre dernier, alors qu'il recevait le gratin de la finance mondiale lors d'un forum économique mondial, un Davos des déserts, comme on l'appelle. Et on vient de me dire qu'on ne l'avait pas, donc on l'aura plus tard. Clarence Rodriguez, oui. Je commence par vous. Qui est Mohammed Ben Salman? Est-ce que c'est un homme, finalement, un moderne, un homme à l'ascension fulgurante, ou est-ce que c'est finalement un sorte de Poutine qui veut simplement se débarrasser de ses oligarques? Mais écoutez, il faut recontextualiser un petit peu la situation. C'est-à-dire que Mohammed bin Salman a été propulsé donc par son père le 24 janvier 2015 à la mort, vous savez, de feu roi Abdallah. Il a été propulsé ministre de la Défense, vice-prince héritier. Et aujourd'hui, c'est l'homme qui phagocyte quasiment tous les pouvoirs. C'est un jeune homme de 32 ans qui est assez ambitieux. Et étant donné on ne le connaissait pas, il a fallu pour lui, si vous voulez, qu'il assoie un peu cette légitimité. C'est la raison pour laquelle, mais on aura l'occasion peut-être d'en parler, qu'il est un peu l'instigateur de ce conflit au Yémen qui ne cesse de s'enquister, puisque ça fait maintenant 2 ans et demi et les Saoudiens aimeraient bien mettre un terme. Mais ce jeune a fait ses études aussi en Arabie Saoudite. Ça aussi, c'est une particularité comparativement donc à ses frères. Licence de droit, c'est un père de famille de 4 enfants. Et c'est le fils préféré du roi Salman. Alors on va écouter le fils préféré parce que maintenant, on a justement ce qu'il a pu dire lors de ce Davos des déserts, comme on l'appelle. Nous ne ferons que retourner à un islam modéré, tolérant et ouvert sur le monde et sur toutes les autres religions. 70% des Saoudiens ont moins de 30 ans et honnêtement, nous n'allons pas passer 30 ans de plus de notre vie à nous accommoder d'idées extrémistes. Nous allons les détruire aujourd'hui et immédiatement. David Rigoulet-Rose, donc il dit qu'il s'adresse à la jeunesse finalement. Ah oui, c'est ce qu'il vient de dire. Oui, il s'adresse à la jeunesse parce que de toute façon, dans le cadre des mesures qu'il a initiées, il se cherche des appuis et donc il sait très bien que les milieux conservateurs vont lui poser des problèmes et toutes les mesures qu'il a prises justement d'ouverture, préconiser le développement des concerts, notamment, et un premier concert a eu lieu cette année qui a été un succès énorme. Le fait de rendre possible l'accès des femmes au stade, il s'agit quand même de se concilier des alliés en sachant qu'il va avoir beaucoup d'ennemis. Il a déjà beaucoup d'ennemis. Mais là-dessus, il incarne l'ouverture d'un point de vue sociétal et économique. Oui, alors c'est séduisant vu de l'extérieur, c'est-à-dire pour nous, parce qu'il y a une logique d'affichage qui est assez libérale sur le plan à la fois économique et sociétal. Et donc, avec notre regard occidental, on ne peut que, évidemment, considérer cette évolution comme favorable. Le problème, c'est que c'est assez ambigu. Enfin, il y a des contradictions. Et puis, quand j'évoquais la jeunesse et notamment comme appui potentiel, c'est réversible. C'est-à-dire qu'il a engagé aussi des réformes structurelles sur le plan économique qui vont peser sur des piliers qui sont censés être ses alliés. Parce que quand la jeunesse, qui a un problème d'employabilité, notamment sur le marché du travail saoudien, qu'il veut développer, bien sûr, il va y avoir des résistances. Et d'ailleurs, les premières mesures de remise en cause de l'État-providence
présidence, qui a bénéficié aussi à toutes les générations, pas seulement les anciennes, mais les dernières aussi, évidemment, ça a commencé à cristalliser un certain nombre de mécontentements. Et donc, c'est un pari très, très ambitieux. Nathalie Goulet, oui, allez-y. Excusez-moi, non, je veux juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Effectivement, on ne peut pas reprocher à ce jeune prince de vouloir ouvrir donc, la société. Jusqu'à présent, on disait que c'était tenu par la gérontocratie, par des octogénaires, etc. Donc c'est un jeune qui incarne l'ouverture. Maintenant, ce qu'on peut peut-être le reprocher, enfin pas nous, mais en tous les cas à l'intérieur même de la société saoudienne, c'est la manière avec laquelle il est en train de mettre en place cette nouvelle société. De manière brutale ? Oui, parce que vous savez, la majorité de la population est conservatrice et qui n'avait pas l'habitude jusqu'à présent de voir arriver comme ça, si vous voulez, d'un coup, d'un seul, ces mesures, ces réformes. C'est assez violent pour la population qui, encore une fois, avait l'habitude, si vous voulez, de réformes graduelles. C'est violent, et puis on voit que dans la lutte anticorruption, donc il a fait cette espèce de grand ménage. Est-ce que ça serait un dernier acte avant la prise de pouvoir, Nathalie Goulet ? On parle notamment de Walid Ben Talal, qui est le plus francophile des princes saoudiens, le propriétaire du Georges V à Paris, ami d'ailleurs de Nicolas Sarkozy, mais aussi de François Hollande. Il est à la tête d'une holding qui pèse 17 milliards de dollars. Finalement, c'est vrai qu'on s'interroge sur la brutalité. Oui, mais enfin, c'est une mesure qu'il a décidé de prendre avec l'accord du roi, sans lequel il ne l'aurait évidemment pas fait. C'est aussi le moyen d'affirmer son autorité à l'intérieur et à l'extérieur. C'est une mesure d'affichage, évidemment. Et puis, c'est le moyen aussi de dire, j'ai un plan sur l'Arabie 2030, je vais le mettre en musique. Et si vous voulez, ça peut légitimement freiner les gens qui auraient tendance à critiquer ou à ne pas être d'accord avec lui. C'est quand même un acte extrêmement ferme. C'est un acte de grande fermeté. Ils incarnent vraiment la corruption du pays, ces milliardaires, en l'occurrence Walid Ben Talal. Non, mais la corruption, c'est très relatif dans un pays où il n'y a pas de réglementation anticorruption aussi. Alors, vous savez, il a mis en place ce plan Vision 2030. Donc, c'est dans 15 ans, 17 ans. Alors là, c'est un plan de réforme économique. Économique, c'est pour justement préparer la société à l'après-pétrole ou au tout pétrole, en tous les cas. Et donc, ça passe par ces mesures, également anticorruption, parce qu'en fait, il veut couper la tête des milliardaires pour mettre en place le plan 2030. Donner un petit coup de sable, si vous voulez, effectivement. C'est l'expression. C'est l'expression, oui, non, mais vraiment adéquate, parce que, en fait, si vous voulez, il veut mettre tout le monde au travail, il veut que ce soit... c'est le monsieur propre en ce moment. C'est-à-dire qu'il veut préparer son règne, qui va être long. Voilà, donc, Karim Sader, ce grand ménage est-il un dernier acte avant justement une vraie prise de pouvoir ? Oui, je le pense absolument. Et vous demandiez donc qui est Mohammed Ben Salman. Moi, je dirais, plutôt que de parler de brutalité, je dirais que c'est un hyperactif. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et les observateurs que nous sommes sur l'Arabie Saoudite, quelque part, se réjouissent qu'enfin les choses bougent. Alors, de manière positive ou pas, on peut en débattre, mais enfin les choses bougent dans cette monarchie qui a vu de vieux rois à la santé fragile se succéder. Alors effectivement, il faut voir dans la purge assez spectaculaire qui vient de se passer deux choses. La première, c'est, comme vous le soulignez, donc un acte de consolidation de son pouvoir, donc c'est un secret pour personne, hein, Mohammed Ben Salman va devenir roi très prochainement. Donc il a éliminé d'abord il a rasé en quelque sorte les vestiges du règne du défunt roi Abdallah. Il faut bien souligner que parmi les personnalités qui sont donc visées par cette purge, on retrouve le fils du roi Abdallah, Moutaïb, qui est donc le puissant patron de la garde nationale. Il faut savoir que la garde nationale en Arabie Saoudite, elle est équivalente à l'armée. Hein. C'est 100 000 hommes, donc c'est un pouvoir très important. On a également l'ancien conseiller du roi, Khaled Touaijri. On a l'autre fils, Turki, donc l'autre fils du défunt roi Abdallah, donc l'ancien gouverneur de Riyad. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et je dirais aussi qu'il fait d'une pierre deux coups, parce qu'en allant s'attaquer, donc, ou en menant cette purge sous une forme de lutte anticorruption, il se donne une certaine popularité dans le royaume. Et quand il s'adresse à la population saoudienne, en soulignant effectivement que c'est une population dont la majorité est âgée de moins de 30 ans, il faut savoir qu'en Arabie Saoudite, il existe une grogne sociale. Même si cette grogne sociale est difficilement quantifiable et difficilement mesurable dans un espace public très verrouillé, on sait que du fait de que la manne pétrolière n'est pas très bien partagée, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a une forme de contestation sous-jacente, et ça, le futur monarque
monarque le sait très bien. Donc il veut, en quelque sorte, se donner l'étiquette, l'apparence d'un futur despote éclairé, de quelqu'un qui va mener une lutte contre la corruption dans le royaume, et donc il fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'il s'attaque à ses adversaires, mais sous prétexte effectivement de se donner le bon rôle, c'est-à-dire celui du futur roi qui va lutter contre la corruption. Mais on va voir ce qui va en advenir. Hein. Et Clarence Rodriguez, Alors, moi, je voudrais juste dire une chose. On parle beaucoup de cette purge du week-end dernier, mais la purge en Arabie Saoudite a commencé le 21 juin lorsque le prince Mohammed bin Nayef, qui était le prince héritier, a été écarté. Je veux dire, au profit du jeune prince Mohammed bin Salman. Parce que c'était le favori, vous disiez le fils favori. C'était le favori, mais c'est surtout celui qui présentait donc un plan, on revient encore à ce plan Vision 2030, pour essayer de moderniser le pays. Mais la purge a commencé, encore une fois, en juin 2017. Allez-y, Nathalie Goulet. Donc il avait finalement quoi? L'assentiment, quelque part, il était au-dessus de lui par son père, et en même temps, si je comprends bien, la popularité de la base, puisqu'il s'adresse également aux jeunes. Oui, mais c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite a compris récemment que l'image était importante. Jamais l'Arabie Saoudite n'avait été autant contestée, condamné partout et par tous les médias pour financement du terrorisme, pour une politique archaïque, pour la peine de mort, pour sa politique à l'égard des médias. Tout ça ne disparaît pas tout d'un coup avec lui. Oui, mais la prise de conscience de ce que l'opinion publique, ça existait, que ça impactait l'image, c'est-à-dire le regard que portaient les Saoudiens sur eux-mêmes, se trouve maintenant contrecarré par cette image de modernité et en tous les cas de dynamique de Mohammed Ben Salman. Et je pense que c'est vraiment important pour le pays. Justement, David Rigoulet-Rose, jusqu'où va-t-il dans cette volonté d'être moderne, dans ce fameux plan dont on parle 2030? Il y a des projets pharaoniques, il y a des sortes de projets on quitte finalement le pétrole pour s'intéresser aux énergies renouvelables. Jusqu'où va la modernité de son projet? Jusqu'où va-t-il le mener? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport au plan Vision 2030, qui était annoncé en avril 2016, il y a incontestablement un diagnostic assez juste qui a été fait de la situation, c'est-à-dire que c'est une impasse. L'effondrement du cours du baril pendant les dernières années a grevé considérablement la marge de manœuvre financière du royaume, qui ne peut plus se permettre de financer un État-providence qui était extrêmement dispendieux, très généreux et très dispendieux. Donc les réformes structurelles... Donc il y a une logique économique rationnelle. Il y a une logique économique, d'ailleurs il est conseillé par des cabinets anglo-saxons, il ne s'en cache pas. Lui-même parfois se fait caractériser comme... prend l'habit d'un thatchérien économique, etc. Le problème, c'est que les modalités, effectivement, de passage de ce plan à concrétiser dans la société saoudienne sont beaucoup plus complexes. Et là, il y a un pari qui est, me semble-t-il, assez audacieux, parce qu'il y a une rapidité dans les mesures annoncées, une certaine brutalité par rapport aux traditions, effectivement, de la société saoudienne. Et je disais tout à l'heure que même ses alliés potentiels pourraient, à un moment donné, avoir des doutes sur... la faisabilité, et quand on regarde les projets pharaoniques, celui auquel vous faisiez allusion sur la mer Rouge, 500 milliards de dollars. Alors oui, effectivement, en termes d'affichage, c'est fabuleux parce que c'est l'après-pétrole, etc. Mais en même temps... Mais d'un point de vue social, d'ailleurs, Clarence Rodriguez, justement, est-ce qu'elle sera l'impact? Parce qu'effectivement, maintenant, les femmes, il a donné l'autorisation aux femmes de conduire, mais le tutorat, par exemple, sur les femmes existe toujours. Alors, le tutorat existe toujours. Alors, justement, vous voyez, ce plan Vision 2030 permet des réformes sociétales. Je pense qu'elles n'auraient jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu cette crise dont vous parliez tout à l'heure, la crise du pétrole. Donc, si vous voulez, c'est pas parce qu'effectivement, il est devenu pro-femme, féministe, etc. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, la société, il veut mettre la société au travail. Qu'est-ce qui se passait jusqu'à présent? Enfin, ça va se passer jusqu'au mois de juin, jusqu'à ce que les femmes conduisent. Les hommes, si vous voulez, comme ce sont eux qui conduisent les femmes, ils étaient obligés de quitter le travail, vous voyez, à 3 ou 4 heures de l'après-midi. Donc, en termes de productivité, zéro. Et donc, si vous voulez, c'était quand même une perte. C'est un argument économique pour libérer les femmes. Mais vous savez, moi, j'ai presque envie de dire, c'est grâce ou à cause de la crise économique que les femmes vont pouvoir conduire. Karim Sader, nous voulons vivre une vie normale où notre religion signifie tolérance et bonté. C'est ce qu'il a dit justement. L'ouverture aux autres religions. Jusqu'où peut-il aller?
Jusqu'où peut-il aller? C'est sûr que cette déclaration, pour moi, c'est beaucoup de communication. Hein. Là, vous parlez des réformes sociétales qui vont être engagées. Il ne faut pas oublier aussi que le fameux projet de Vision 2030 va susciter des mesures de privation pour la société. Hein. Il va y avoir de l'austérité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, c'est surtout cette austérité qui va être imposée à la société saoudienne. Et qui dit austérité dit grogne sociale et dit potentielle révolte, potentielle grogne sociale. Donc le futur roi, le prince héritier en tout cas pour l'instant, se prépare à ça. Hein. Et ces mesures d'austérité, il faut savoir que l'économie saoudienne, donc ça a été souligné, ce modèle pétro-rentier très archaïque va devoir changer. Et donc la subvention des prix du gaz, des prix de l'essence, etc., tout ça, c'est des choses qui vont devoir évoluer. Et ça, la société saoudienne, il faut qu'elle s'y prépare. Et donc, le futur roi, plutôt, quelque part, prépare sa population à ça. Et je pense qu'il fait beaucoup dans les déclarations qui servent à plaire aux Occidentaux. Il faut voir s'il va être capable de bousculer également l'establishment religieux. Je pense qu'il se fait quand même beaucoup d'ennemis sur le dos, entre ses rivaux dans les milieux d'affaires ou dans la famille royale et l'establishment religieux, sans compter le front géopolitique. Je pense qu'on va en parler également. Ça fait quand même beaucoup de choses à gérer à la fois. Je me pose quand même pas mal de questions. C'est un sacré pari politique. Vous restez avec nous et vous également. On se retrouve dans quelques minutes.